Mon fils est rentré de ce moment en famille, les larmes aux yeux et a dit « Grand-mère m'a dit d'attendre dans la voiture parce que je fais honte à la famille ». Il était resté assis là pendant 3 heures en pleine chaleur pendant qu'il mangeait à un buffet. Je n'ai pas crié. Je suis allé chez eux en voiture, je suis entré calmement. Et j'ai commencé à annuler les paiements mensuels qu'ils avaient oublié que je prenais en charge. 10 minutes plus tard, papa est sorti en courant en criant mon nom. Tyler, 8 ans, est monté dans mon camion après son dîner de famille hebdomadaire. Mais au lieu de bavarder sur le dessert ou ses cousins, des larmes silencieuses coulaient sur ses joues. Quand j'ai demandé ce qui s'était passé, sa voix s'est brisée alors qu'il chuchotait les mots qui m'ont brisé le cœur. Grand-mère m'a dit d'attendre dans la voiture parce que je faisais honte à la famille. Pendant 3 heures, mon fils était resté assis seul dans une chaleur de plus de 32 degrés pendant que tout le monde profitait du buffet à l'intérieur. Cette nuit-là, j'ai pris une décision qui allait tout changer entre mes parents et moi pour toujours. Je me suis garé sur le parking d'une station-service, les mains tremblantes sur le volant. Tyler était assis à côté de moi, reniflant encore, ses petits doigts agrippant le bord de son rehausseur. La chaleur de l'été avait laissé des marques rouges sur son front là où il s'était appuyé contre la vitre de la voiture en attendant une famille qu'il avait délibérément exclue. « Dis-moi exactement ce qui s'est passé, mon grand » ai-je dit, gardant ma voix stable malgré la rage qui montait dans ma poitrine. Tyler s'est essuyé le nez avec le dos de la main. On est arrivé au Golden Corral et tout le monde sortait des voitures. Grand-mère Dorothy m'a regardé et t'a dit qu'elle s'occuperait de tout pendant que tu allais te garer. Puis elle m'a attrapé le bras très fort et a dit que je devais rester dans la voiture parce que je pourrais agir bizarrement devant les autres gens et mettre tout le monde mal à l'aise. Mon cœur s'enfonçait davantage à chaque mot. Est-ce que quelqu'un d'autre l'a entendu dire ça? Tante Patricia était juste là. Elle a juste hoché la tête et a dit que c'était probablement mieux comme ça puisque Madison et Cooper allaient recevoir des récompenses pour leur tableau d'honneur. Grand-père Frank m'a donné son vieux téléphone pour jouer à des jeux et a dit que ça irait. J'ai fermé les yeux, me rappelant comment ma mère, Dorothy, avait toujours été obsédée par les apparences. Même enfant, elle critiquait tout, de ma posture au choix de mes amis. Mais je n'avais jamais imaginé qu'elle retournerait ce perfectionnisme toxique contre mon fils en deuil. Combien de temps es-tu resté là-bas, Tyler? J'ai regardé l'heure sur le téléphone. 3h17. J'avais très soif, mais toutes les portes étaient verrouillées. Des gens qui passaient me regardaient bizarrement, et je me sentais gêné d'être assis là tout seul. L'image de mon fils de 8 ans piégé dans une voiture brûlante pendant que sa propre famille célébrait sans lui m'a retourné l'estomac. Tyler avait du mal depuis que sa mère Sarah était morte il y a 2 ans. Il était devenu plus calme, plus sensible, parfois dépassé dans les situations sociales. Au lieu de le soutenir dans son deuil, mes parents avaient apparemment décidé qu'il était un inconvénient. J'ai pensé à toutes les fois où j'avais déposé Tyler pour ses dîners de famille, reconnaissant que mes parents entretiennent une relation avec leur petit-fils pendant que je faisais des heures supplémentaires comme électricien pour garder la tête hors de l'eau. Je payais leur prêt immobilier de $850 chaque mois puisque la pension de mon père Frank ne pouvait pas couvrir leurs dépenses après l'effondrement de l'économie. Je couvrais aussi leur assurance voiture à $240 par mois et aidais avec les copaiements médicaux qui avoisinaient les $300 chaque mois. Tyler, est-ce que quelque chose comme ça est déjà arrivé avant? Il a baissé les yeux vers ses baskets. Le mois dernier au barbecue de tante Patricia, j'ai renversé du jus de raisin sur ma chemise. Grand-mère m'a fait m'asseoir dans la salle de bain pendant le dîner parce qu'elle disait que j'avais l'air sale et que je pourrais embarrasser tout le monde devant les voisins. J'ai mangé mon hot-dog seul sur le siège des toilettes. Mes mains se sont serrées en poing. Quoi d'autre? Il y a 2 semaines, quand Madison et Cooper ont eu leur fête d'anniversaire, Patricia m'a dit de jouer dehors dans le jardin tout seul. Elle a dit que la fête était pour les enfants spéciaux, et que je devais rester loin des cadeaux et du gâteau jusqu'à ce que tout le monde soit parti. J'ai regardé à travers la porte vitrée coulissante pendant qu'ils ouvraient les cadeaux. Chaque révélation ressemblait à un coup de poing dans le ventre. Mon fils avait été systématiquement exclu des réunions de famille pendant que je finançais leur vie sans le savoir. Le soutien financier que je fournissais leur permettait de vivre confortablement pendant qu'ils abusaient émotionnellement de mon enfant. Tyler a fouillé dans sa poche et a sorti un menu enfant froissé du restaurant. Au dos, il avait dessiné au crayon un petit bonhomme allumette debout à l'extérieur d'un bâtiment, tandis que d'autres bonshommes étaient assis autour d'une table à l'intérieur. En bas, dans son écriture soignée d'enfant de 8 ans, il y avait les mots « Je suis désolé, je suis mauvais ». C'est là que j'ai craqué. Mon fils,
qui avait déjà perdu sa mère dans un accident de voiture insensé, croyait qu'il était fondamentalement défectueux parce que les personnes qui auraient dû l'aimer inconditionnellement l'avaient convaincu qu'il était une honte. Le garçon qui riait constamment avant la mort de Sarah, qui construisait des villes Lego élaborées et racontait des histoires imaginatives, avait été réduit à s'excuser pour sa propre existence. J'ai serré Tyler dans mes bras, sentant son petit corps trembler contre le mien. « Tu n'es pas mauvais, Tyler. Tu es parfait exactement comme tu es. Ce qu'ils t'ont fait était mal, et ça n'arrivera plus jamais. » En tenant mon fils sur ce parking de station-service, j'ai réalisé que ma famille n'avait pas seulement trahi Tyler. Ils avaient trahi la mémoire de Sarah, qui aurait été horrifiée de voir son enfant traité de cette façon. La femme qui avait consacré sa vie à faire en sorte que Tyler se sente aimé et en sécurité était partie, et sa propre belle famille était intervenue pour démolir tout ce qu'elle avait construit. Cette nuit-là, alors que je bordais Tyler dans son lit, il a demandé « Papa, pourquoi ils ne m'aiment pas comme ils aiment Madison et Cooper ?» Je n'avais pas de réponse qui aurait du sens pour un esprit de 8 ans. Comment pouvais-je expliquer que certains adultes choisissent la cruauté plutôt que la gentillesse, que certaines personnes confondent contrôle et amour? Au lieu de cela, je lui ai promis que les choses allaient changer, qu'il n'aurait plus jamais à gagner l'affection de personnes qui auraient dû la donner librement. Mais alors que j'étais assis dans mon salon après que Tyler se soit endormi, fixant le dessin qu'il avait fait, je savais que le changement nécessiterait plus que de simples mots. Cela nécessiterait une action qui pourrait me coûter la seule famille qu'il me restait. Le lendemain matin, j'ai appelé la conseillère scolaire de Tyler, Madame Henderson, pour demander une réunion immédiate. Elle a accepté de me voir pendant sa pause déjeuner, et la conversation qui a suivi m'a ouvert les yeux sur l'étendue des dégâts causés par ma famille. Je comptais vous contacter, M. Abraham, a déclaré Madame Henderson, s'installant dans sa chaise en face de moi. Tyler a montré des changements préoccupants dans son comportement et son travail scolaire au cours des derniers mois. Elle a sorti un dossier épais contenant les devoirs et les notes de Tyler. Il écrit des histoires et complète des exercices d'écriture créative qui se concentrent constamment sur des thèmes d'isolement et de rejet. La semaine dernière, il a écrit une histoire sur un garçon qui vivait seul parce que sa famille pensait qu'il était cassé. Mon estomac s'est noué alors qu'elle me montrait le travail de Tyler. Un devoir demandait aux élèves d'écrire sur leur héros, et Tyler avait écrit sur les enfants qui sont assez courageux pour s'asseoir seuls. Un autre demandait de parler des traditions familiales, et Tyler décrivait l'attente à l'extérieur pendant que d'autres personnes s'amusent. Il a aussi posé des questions inhabituelles, a poursuivi Madame Henderson. Il voulait savoir s'il existait des familles qui n'avaient pas d'enfants décevants et si les enfants pouvaient choisir de nouveaux parents si les leurs ne voulaient pas d'eux. La conseillère a ouvert une autre section du dossier. Il y a 2 semaines, Tyler m'a dit lors d'une de nos séances que sa famille pense qu'il est différent depuis la mort de sa mère. Il a dit qu'ils essaient de l'aider à redevenir normal, mais qu'il ne sait pas comment réparer ce qui ne va pas chez lui. Entendre les mots de mon fils répétés était dévastateur. Tyler intériorisait chaque commentaire cruel, chaque exclusion, chaque moment de rejet comme une preuve de sa propre insuffisance. J'ai documenté ces conversations parce que je prévoyais de vous appeler, a dit doucement Madame Henderson. Les enfants en deuil luttent souvent avec l'estime de soi, mais les déclarations de Tyler suggéraient des influences extérieures renforçant une perception négative de soi. Après avoir quitté l'école, j'ai conduit directement chez ma sœur Patricia, dans la banlieue aisée où elle vivait avec son mari et ses 2 enfants. Patricia a ouvert la porte en tenue de tennis, clairement agacée par cette visite imprévue. « Abraham, de quoi s'agit-il ? J'ai un déjeuner au country club dans 20 minutes. Nous devons parler de Tyler, ai-je dit, entrant sans invitation. » L'expression de Patricia est passée à une irritation défensive. « Écoute, si c'est à propos d'hier, nous essayons de protéger tout le monde. Tyler est dépassé dans les restaurants, et nous ne pouvions pas risquer qu'il fasse une crise pendant la fête de Madison. » Protéger tout le monde de quoi? D'un garçon de 8 ans qui a perdu sa mère? De l'embarras, a claqué Patricia. Tyler ne comprend plus le comportement social approprié. Il pleure à des moments inappropriés. Il n'interagit pas correctement avec les autres enfants, et franchement, cela met tout le monde mal à l'aise. J'ai fixé ma sœur, reconnaissant à peine la femme qui me donnait des biscuits en cachette quand nous étions enfants. Donc, votre solution est de l'enfermer dans une voiture pendant les réunions de famille. Notre solution est de gérer la situation jusqu'à ce que tu lui obtiennes une aide appropriée. Madison et Cooper ne devraient pas voir leurs moments spéciaux gâchés parce que Tyler ne peut pas contrôler ses émotions.
Patricia s'est dirigée vers son comptoir de cuisine en granit et s'y est appuyée nonchalamment comme si nous discutions de la météo. Écoute, maman et papa vieillissent. Ils n'ont pas l'énergie de gérer un enfant à problème pendant ce qui devrait être un moment familial agréable. Nous avons tous convenu que Tyler a besoin d'une intervention professionnelle avant de pouvoir participer à nouveau aux activités de groupe. Tous convenus? Tu veux dire que vous en discutez dans mon dos? Nous essayons de t'aider à voir que tu es dans le déni concernant les problèmes de Tyler. Tu es tellement concentré sur ton rôle de veuf en deuil que tu n'as pas remarqué à quel point son comportement affecte les autres. La cruauté désinvolte de ces mots m'a laissé sans voix. Ce n'était pas de l'inquiétude pour le bien-être de Tyler. C'était un calcul froid déguisé en soutien familial. Le mois dernier, Tyler a pleuré pendant le récital de piano de Cooper, a poursuivi Patricia. C'était complètement inapproprié et a perturbé toute la performance. C'est là que nous avons réalisé qu'il ne pouvait plus gérer les événements publics. Il a pleuré parce que la musique lui rappelait sa mère. Sarah jouait du piano pour lui tous les soirs avant de dormir. Exactement. Il est coincé dans son deuil et tu l'encourages au lieu de l'aider à avancer. Nous pensons qu'il pourrait bénéficier d'un traitement résidentiel où il pourra apprendre des mécanismes d'adaptation appropriés. La suggestion d'envoyer mon fils au loin m'a frappé comme un coup physique. Il n'excluait pas seulement Tyler des réunions de famille. Il prévoyait de le retirer entièrement de ma vie. Alors que je m'apprêtais à partir, le téléphone de Patricia a vibré avec un SMS. Elle y a jeté un coup d'œil et son visage a légèrement rougi. Maman veut savoir si tu prévois de garder Tyler à la maison pour le dîner du dimanche cette semaine. Elle prépare le plat préféré de Cooper pour célébrer sa victoire à la foire scientifique. Et où serait Tyler exactement pendant cette célébration? Patricia a haussé les épaules. Il pourrait rester à la maison avec une babysitter. Ou peut-être qu'il est temps d'envisager ce programme résidentiel dont nous avons discuté. Il y a un endroit en Arizona qui se spécialise dans les enfants souffrant de troubles de l'adaptation. En retournant à mon camion, j'ai ressenti tout le poids de leur trahison. Ma famille s'était systématiquement convaincue que Tyler était le problème, que son deuil était un inconvénient à gérer plutôt qu'une réponse naturelle à une perte dévastatrice. Ils avaient élaboré un récit où ils étaient les adultes raisonnables faisant des choix difficiles pour le bien de tous. Mais en rentrant chez moi, j'ai réalisé que Patricia avait accidentellement révélé quelque chose d'important. Il coordonnait ses décisions, planifiant l'exclusion de Tyler à l'avance. Ce n'était pas une gestion spontanée de situations difficiles. C'était un abus émotionnel délibéré déguisé en préoccupation familiale. Ce soir-là, je me suis assis avec Tyler pour lui poser plus de questions sur ses expériences avec ses grands-parents et sa tante. Chaque réponse révélait une autre couche de rejet systématique. Il l'avait entraîné à accepter l'isolement comme normal, à croire que l'amour était conditionnel à un comportement parfait. Tyler a mentionné que grand-mère Dorothy disait souvent des choses comme « Peut-être que la prochaine fois tu te rappelleras de bien te comporter, tes cousins n'ont pas ces problèmes parce qu'ils savent comment agir correctement. » Tante Patricia lui avait dit que certains enfants ont besoin d'une aide supplémentaire pour apprendre à faire partie d'une famille. En écoutant mon fils raconter des mois de manipulation psychologique, j'ai réalisé que mon soutien financier avait permis leur abus. Chaque paiement hypothécaire que j'avais fait leur avait permis de maintenir leur style de vie confortable tout en détruisant l'estime de soi de mon enfant. Chaque prime d'assurance que j'avais couverte leur avait donné la sécurité de traiter Tyler comme un objet jetable. La réalisation la plus douloureuse était qu'ils avaient utilisé la mort de Sarah comme justification de leur cruauté. Au lieu d'aider Tyler à traverser son deuil, ils l'avaient utilisé comme une arme contre lui, traitant sa tristesse comme la preuve d'une défaillance fondamentale plutôt que comme une émotion humaine naturelle. Cette nuit-là, pendant que Tyler dormait, j'ai commencé à planifier ma réponse. Si ma famille voulait traiter mon fils comme s'il était sacrifiable, ils allaient apprendre que leur sécurité financière était tout aussi fragile. 3 jours après ma confrontation avec Patricia, mon téléphone a sonné pendant le petit déjeuner. L'identifiant de l'appelant affichait le numéro de l'oncle Robert et j'ai répondu en m'attendant à une conversation familiale décontractée. Au lieu de cela, je me suis retrouvé au milieu d'une intervention que je n'avais pas demandée. Abraham, ta mère m'a appelé au sujet de la situation de Tyler, a commencé l'oncle Robert sans préambule. Elle est profondément préoccupée par ses problèmes de comportement et pense que tu pourrais avoir besoin de conseils professionnels pour l'aider à traverser cette période difficile. J'ai posé ma tasse de café avec précaution. Qu'est-ce qu'elle t'a dit exactement sur le comportement de Tyler? Eh bien, elle a mentionné qu'il avait des crises émotionnelles lors des réunions de famille,
qu'il perturbait les occasions spéciales et montrait des signes de graves problèmes d'adaptation depuis le décès de Sarah. Dorothy pense qu'il pourrait bénéficier d'un traitement résidentiel pour l'aider à développer de meilleurs mécanismes d'adaptation. L'oncle Robert a continué sur le ton de quelqu'un donnant des conseils difficiles mais nécessaires. Elle craint que tu sois trop proche de la situation pour voir à quel point Tyler lutte. Parfois, le conseil en deuil ne suffit pas et les enfants ont besoin d'une intervention plus intensive. Est-ce que Tyler a déjà montré un comportement problématique quand tu étais avec lui? Il y a eu une pause. Eh bien, je ne l'ai pas beaucoup vu ces derniers temps. Dorothy a mentionné qu'il était trop instable pour les visites familiales, mais c'est sa grand-mère, Abraham. Elle connaît les enfants et elle a élevé des enfants qui ont réussi. Si elle pense que Tyler a besoin d'aide, tu devrais peut-être considérer son point de vue. Après avoir raccroché, j'ai réalisé que ma mère avait lancé une campagne complète pour recadrer l'exclusion de Tyler comme une intervention médicale nécessaire. Elle s'était positionnée comme la grand-mère inquiète essayant d'aider une famille en difficulté tout en me peignant comme un père dans le déni des graves problèmes de son enfant. Au cours de la semaine suivante, les appels ont continué. Le cousin Marcus a proposé de prendre Tyler pour l'été pour me donner une pause du stress. Tante Linda a suggéré un internat thérapeutique dont elle avait entendu parler. L'amie de la famille Janet a mentionné qu'elle priait pour la guérison de Tyler après que Dorothy a partagé ses luttes à leur club de lecture. Chaque conversation révélait à quel point ma mère avait imprégné la famille élargie de sa version des événements. Selon le récit de Dorothy, Tyler était gravement perturbé, j'étais dépassé et incapable de faire face, et des mesures drastiques étaient nécessaires pour nous sauver tous les deux d'une situation qui se détériorait. L'appel le plus dévastateur est venu de la sœur de Sarah, Jennifer, qui vivait à 2 heures de là, à Sacramento. Elle essayait de maintenir une relation avec Tyler depuis la mort de Sarah, mais ses tentatives avaient été systématiquement bloquées. Abraham, j'essaie d'inviter Tyler pour des soirées pyjama depuis des mois, mais ta mère m'a dit qu'il était trop instable émotionnellement pour des visites de nuit. Elle a dit que son conseiller en deuil recommandait de limiter les perturbations de sa routine. Mes mains se sont resserrées autour du téléphone. Tyler n'a pas de conseiller en deuil et il n'a jamais été diagnostiqué avec une quelconque instabilité émotionnelle. Quoi? Mais Dorothy m'a envoyé des articles sur les traumatismes infantiles et a suggéré que je te laisse de l'espace pour gérer le traitement de Tyler sans pression familiale supplémentaire. Elle a dit que tu envisageais des soins résidentiels. La voix de Jennifer est devenue inquiète. J'ai envoyé des cadeaux d'anniversaire et des paquets pour les fêtes via la maison de tes parents depuis que Dorothy a dit que le contact direct pourrait submerger Tyler. Les as-tu reçus? Non, nous n'avons rien reçu de toi depuis plus d'1 an. Le silence sur la ligne s'est étiré douloureusement. Abraham, j'ai envoyé pour plus de $2000 de cadeaux via ta mère. Des kits scientifiques, des livres, des jeux, des vêtements. Tout est allé chez eux parce que Dorothy a insisté pour filtrer le courrier de Tyler pour tout contenu potentiellement déclencheur. Alors que Jennifer décrivait les cadeaux que Tyler n'avait jamais reçus, j'ai senti une autre couche de trahison s'abattre sur moi. La famille de Sarah avait essayé de maintenir un contact aimant avec Tyler, mais ma mère avait intercepté leurs efforts tout en leur disant simultanément que je préférais l'isolement. Il y a autre chose, a continué Jennifer avec hésitation. Ta mère a appelé notre église et a demandé au groupe de prière de prier pour le rétablissement de la santé mentale de Tyler. Elle leur a dit qu'il avait eu des épisodes violents et que tu avais du mal à assurer sa sécurité. Le mot « violent » m'a frappé comme un coup physique. Tyler n'avait jamais montré ne serait-ce qu'un soupçon d'agressivité. Sa réponse au deuil avait été le retrait et la tristesse, pas la colère. Mais Dorothy avait choisi la description la plus effrayante possible pour assurer un maximum de sympathie et un minimum de questions. Elle a également contacté l'ancienne enseignante de maternelle de Tyler, prétendant qu'elle mettait à jour les dossiers médicaux. Madame Patterson m'a appelé après parce qu'elle était confuse. Elle se souvenait de Tyler comme d'un enfant doux et calme qui n'avait jamais causé de problème. J'ai raccroché l'appel de Jennifer, me sentant étourdi de rage. Ma mère n'avait pas seulement exclu Tyler des réunions de famille. Elle avait systématiquement détruit ses relations avec tous ceux qui pourraient lui offrir amour et soutien. Elle l'avait isolé de la famille de Sarah tout en construisant simultanément un dossier pour son retrait de ma garde. Cet après-midi-là, j'ai conduit jusqu'à l'école de Tyler et demandé une réunion avec la directrice. J'avais besoin de savoir si la manipulation de ma mère s'était étendue à l'environnement éducatif de Tyler. La directrice Martinez a écouté attentivement pendant que j'expliquais la situation, puis a sorti le dossier complet de Tyler.
Personne de votre famille ne nous a contacté au sujet de problèmes de comportement, mais nous avons reçu un appel étrange il y a environ 3 semaines. Elle a consulté ses notes. Une femme prétendant être la grand-mère de Tyler a appelé pour poser des questions sur des incidents impliquant des crises émotionnelles ou un comportement perturbateur. Elle a mentionné qu'elle aidait à coordonner ses soins et voulait s'assurer que l'école soutenait correctement ses besoins spéciaux. Que lui avez-vous dit? Nous l'avons informé que Tyler est un élève modèle qui n'a jamais eu de problème disciplinaire. Il est calme et semble parfois triste, mais ses résultats scolaires sont excellents et il s'entend bien avec ses camarades et ses enseignants. La directrice Martinez a froncé les sourcils en regardant ses notes. L'appelante semblait surprise par notre réponse. Elle a demandé si nous étions certains de parler du bon enfant et a suggéré que nous pourrions ne pas reconnaître les signes de problèmes sous-jacents. L'image de ma mère questionnant les enseignants de Tyler sur des problèmes de comportement inexistants m'a rempli de fureur. Elle avait monté un dossier documentaire contre mon fils, cherchant des avis professionnels qui soutiendraient son récit de son dysfonctionnement. Il y a encore une chose, a dit la directrice Martinez. L'appelante a mentionné que Tyler pourrait devoir changer d'école bientôt en raison de sa situation familiale. Elle voulait savoir comment transférer ses dossiers vers un établissement résidentiel. En rentrant chez moi, j'ai réalisé que l'ampleur de la manipulation de ma mère s'étendait bien au-delà des dîners de famille. Elle avait systématiquement sapé le réseau de soutien de Tyler tout en préparant le terrain pour son retrait de ma garde. Chaque personne qu'elle avait contactée avait reçu une histoire soigneusement élaborée conçue pour faire paraître Tyler dangereux et moi incompétent. La réalisation la plus effrayante était que Dorothy planifiait cette campagne depuis des mois. Ce n'était pas une réaction spontanée au deuil de Tyler. C'était une stratégie calculée pour remodeler notre famille selon ses préférences. Elle avait décidé que Tyler était un inconvénient et elle était prête à détruire son monde entier pour éliminer cet inconvénient. Ce soir-là, j'ai assis Tyler pour une autre conversation sur ses expériences avec ses grands-parents. Cette fois, j'ai posé des questions spécifiques sur les appels téléphoniques et les conversations qu'il aurait pu entendre. Grand-mère Dorothy parle beaucoup à tante Patricia au téléphone quand je suis là, a dit Tyler. La semaine dernière, je l'ai entendu dire quelque chose à propos de m'obtenir une aide appropriée pour que la famille puisse fonctionner normalement à nouveau. Elle a dit, tu l'aimes trop pour voir que j'ai besoin d'une intervention professionnelle. Mon fils de 8 ans m'a regardé avec des yeux bien trop sérieux pour son âge. Papa, c'est quoi une intervention professionnelle? Est-ce que ça veut dire que des docteurs vont m'emmener loin de toi? À ce moment-là, j'ai réalisé que Tyler vivait avec la peur de l'abandon depuis des mois. Alors que je faisais des heures supplémentaires pour soutenir financièrement mes parents, il convainquait mon fils que son retrait de notre famille était non seulement possible, mais nécessaire. Le temps des conversations douces et de la diplomatie familiale était terminé. Ma mère avait déclaré la guerre à mon enfant, et j'étais enfin prêt à riposter. Samedi matin, je suis allé à la banque, où je virais automatiquement de l'argent sur le compte de mes parents depuis 2 ans. J'avais besoin de comprendre exactement combien j'avais contribué à des gens qui détruisaient systématiquement le bien-être émotionnel de mon fils. La directrice de la banque, Linda Chen, a sorti l'historique de mon compte et imprimé des relevés détaillés. En examinant les chiffres, l'ampleur de mon implication financière est devenue claire. Au-delà des paiements hypothécaires réguliers de $850, j'avais couvert des soins dentaires d'urgence totalisant $1,200, des réparations d'appareils électroménagers coûtant $800 et des paiements d'impôts fonciers de $2,000 au cours des 12 derniers mois. Vous avez transféré plus de $38,000 sur ce compte au cours des 2 dernières années, a déclaré Linda, étudiant les imprimés. C'est une partie importante de vos revenus. Alors que j'absorbais le total, mon téléphone a sonné. Le numéro de Frank est apparu sur l'écran et j'ai répondu pour trouver mon père en panique. Abraham, Dieu merci tu as décroché. La société hypothécaire a appelé ce matin au sujet d'un éventuel ajustement de taux. Ils veulent discuter de notre capacité de paiement et j'ai réalisé que nous n'avons aucune documentation de revenus au-delà de tes virements mensuels. La voix de mon père portait le désespoir d'un homme face à la ruine financière. Fiston, nous dépendons de ton aide depuis plus longtemps que je ne veux l'admettre. Sans tes paiements, nous perdrons la maison dans les 90 jours. Ta mère et moi n'avons plus d'économie après les factures médicales et l'entretien de la propriété. Papa, savais-tu que maman dit aux gens que Tyler est mentalement instable? Il y a eu une longue pause. Elle s'inquiète pour le garçon, Abraham. Nous le sommes tous. Il est différent depuis la mort de Sarah, et Dorothy pense qu'il pourrait avoir besoin d'une aide professionnelle pour traverser son deuil correctement. Différent?
Peux-tu me donner des exemples précis de comportements problématiques dont tu as été personnellement témoin? Une autre pause plus longue cette fois. Eh bien, je n'ai pas passé autant de temps individuel avec Tyler ces derniers temps. Dorothy gère la plupart des interactions familiales, mais elle a mentionné qu'il devient émotif à des moments inappropriés et ne réagit pas bien aux situations sociales. Les réponses évasives de mon père révélaient qu'il avait accepté les caractérisations de Dorothy sans observation indépendante. Comme l'oncle Robert et les autres membres de la famille, Frank avait été manipulé pour soutenir un récit basé entièrement sur les rapports de ma mère. Papa, est-ce que Tyler a déjà été perturbateur ou inapproprié quand tu as interagi avec lui directement? Non, a admis Frank doucement. Il a toujours été poli et bien élevé avec moi, mais Dorothy dit qu'il agit différemment quand il y a plus de monde. Elle pense que la foule déclenche ses problèmes émotionnels. Après avoir mis fin à l'appel, j'ai réalisé que mon père était piégé entre la nécessité financière et le conflit moral. Il savait que Tyler n'était pas l'enfant à problème décrit par Dorothy, mais il ne pouvait pas se permettre de contester sa version des événements car leur survie dépendait de mon soutien financier continu. 1 heure plus tard, Patricia a appelé avec sa propre urgence. Abraham, je viens de raccrocher avec maman. Elle est hystérique à propos d'une situation hypothécaire. Qu'est-ce qui se passe? J'évalue les arrangements financiers de la famille, ai-je dit prudemment. Eh bien, tu dois savoir que maman et papa nous ont aidés avec les frais de scolarité de l'école privée de Madison et Cooper. Si quelque chose arrive à leurs revenus, nous ne pourrons pas garder les enfants dans leur école actuelle. Cette révélation m'a frappé comme la foudre. J'avais indirectement financé l'éducation de ma nièce et de mon neveu pendant que mes parents disaient à tout le monde que Tyler était trop problématique pour l'inclusion familiale. Mon argent avait soutenu les opportunités des enfants de Patricia tout en finançant l'exclusion de Tyler de la vie familiale. Combien ont-ils contribué à l'éducation de tes enfants? Environ 15 000 $ par an. De plus, ils ont aidé avec les frais de vacances et certaines dépenses d'urgence. Les revenus de commission de Brad ont été imprévisibles, nous avons donc eu besoin de ce soutien supplémentaire. L'aveu désinvolte de Patricia qu'elle avait bénéficié de mes contributions financières tout en soutenant l'exclusion de Tyler m'a rempli de rage. Elle vivait confortablement grâce à mon salaire d'électricien tout en traitant mon fils comme une marchandise endommagée. Patricia, si maman et papa peuvent se permettre de contribuer 15 000 $ à l'éducation de tes enfants, pourquoi ont-ils besoin de mon aide pour l'hypothèque? Parce qu'ils utilisent ton argent pour nous aider, a-t-elle dit, ne reconnaissant apparemment pas l'ironie. Écoute, Abraham, nous sommes tous de la famille ici. Ton soutien financier aide tout le monde, et chacun contribue selon ses capacités. Que contribues-tu exactement? Le silence s'est étendu sur la ligne téléphonique. Finalement, Patricia a dit, je contribue en aidant maman et papa à gérer des situations familiales qui dépassent leurs capacités, comme gérer les problèmes de comportement de Tyler. La logique circulaire était époustouflante. Je fournissais de l'argent qui permettait le soutien financier à la famille de Patricia, ce qui justifiait l'autorité de Patricia pour exclure mon fils des activités familiales, ce qui créait les problèmes qui nécessitaient soi-disant mes contributions financières. Cet après-midi-là, j'ai rencontré l'avocat de la famille David Walsh, qui se spécialisait dans les litiges financiers et les questions de garde. Walsh a examiné la documentation que j'avais rassemblée et a écouté ma description de la situation familiale avec une inquiétude croissante. Monsieur Abraham, ce que vous décrivez ressemble à un effort coordonné pour saper vos droits parentaux tout en maintenant une dépendance financière. Les faux rapports de votre mère à la famille élargie et aux responsables scolaires pourraient potentiellement être utilisés pour contester votre garde. Walsh a étudié les dossiers financiers. Vous avez essentiellement soutenu le ménage de vos parents pendant qu'ils utilisaient ces fonds pour profiter à la famille de votre sœur. Pendant ce temps, ils construisaient un dossier selon lequel votre fils est problématique et vous êtes un parent inadéquat. Quelles sont mes options légales? Premièrement, vous pouvez mettre fin immédiatement à tout soutien financier sans conséquences juridiques. Vous n'avez aucune obligation formelle de soutenir vos parents. Deuxièmement, nous devons documenter leurs fausses déclarations sur la santé mentale et le comportement de Tyler. S'ils ont répandu des mensonges qui pourraient affecter votre garde ou la réputation de Tyler, nous pourrions avoir des motifs pour une action civile. Walsh a ouvert un bloc-notes juridique et a commencé à esquisser une stratégie. Troisièmement, nous devrions examiner si leurs actions constituent une violence émotionnelle envers un mineur. Exclure systématiquement un enfant des activités familiales tout en lui disant qu'il est fondamentalement défectueux pourrait avoir des conséquences juridiques.
Alors que Walsh expliquait les ramifications juridiques potentielles du comportement de ma famille, j'ai réalisé qu'ils avaient agi en supposant que je ne contesterais jamais leur autorité. Ils s'étaient attendus à ce que je continue à fournir un soutien financier tout en acceptant leur jugement sur la place de Tyler dans la hiérarchie familiale. Il y a une autre préoccupation, a déclaré Walsh. Si votre sœur et vos parents font face à des difficultés financières en raison de la fin de votre soutien, ils pourraient intensifier leurs affirmations sur les problèmes de Tyler. Les gens désespérés font parfois des choix désespérés. En marchant vers mon camion après la consultation juridique, j'ai senti le poids de la décision approcher. Ma famille avait passé 2 ans à construire une dépendance financière tout en abusant systématiquement de mon enfant. Ils avaient utilisé mon argent pour créer le style de vie même qui les faisait se sentir en droit d'exclure Tyler de la participation familiale. La phase suivante nécessiterait de mettre fin non seulement au soutien financier, mais à toute la relation toxique qui détruisait le sentiment de valeur de mon fils. Alors que je rentrais chez moi pour retrouver Tyler, je savais que dans quelques jours, mes parents apprendraient que leur retraite confortable dépendait du fait de traiter mon enfant avec une dignité humaine fondamentale. Le choix entre l'harmonie familiale et le bien-être de mon fils n'avait jamais vraiment été un choix. Lundi matin, j'ai pris un jour de congé personnel et j'ai commencé à monter mon dossier avec une précision méthodique. L'avocat Walsh avait fourni une liste de contrôle de la documentation nécessaire pour protéger Tyler et exposer la campagne de manipulation que ma famille avait orchestrée. Mon premier arrêt a été le cabinet du pédiatre de Tyler où j'ai demandé tous les journaux de communication et les dossiers médicaux. Le docteur Sarah Kim, qui était le médecin de Tyler depuis sa naissance, a examiné ces dossiers avec une inquiétude croissante. Monsieur Abraham, j'ai 3 appels d'enquête distincts enregistrés de quelqu'un prétendant être la grand-mère de Tyler au cours des 4 derniers mois. Chaque appelant a demandé des informations sur l'état de santé mentale de Tyler et a demandé si j'avais remarqué des signes de troubles du comportement. Le docteur Kim a sorti les notes détaillées qu'elle avait prises après chaque appel. L'appelante semblait frustrée quand j'ai expliqué que Tyler se développait normalement et montrait des réponses de deuil typiques pour un enfant qui a perdu sa mère. Elle a spécifiquement posé des questions sur les recommandations de médicaments et si je pensais qu'un traitement résidentiel pourrait être bénéfique. Quelle a été votre réponse ? J'ai expliqué que les réponses émotionnelles de Tyler sont tout à fait appropriées à sa situation. Le deuil n'est pas une maladie mentale et un traitement résidentiel serait traumatisant pour un enfant qui a déjà vécu une perte importante. L'appelante a contesté mon évaluation et a suggéré que je pourrais ne pas reconnaître les problèmes sous-jacents. Le docteur Kim a froncé les sourcils en regardant ses notes. L'appel le plus préoccupant est arrivé il y a 2 semaines. La même femme a appelé en prétendant que Tyler avait montré des tendances violentes lors de réunions familiales et en demandant si je pouvais fournir une documentation soutenant une évaluation psychiatrique d'urgence. Mes mains se sont serrées autour des accoudoirs de ma chaise. Ma mère avait cherché des professionnels de la santé prêts à pathologiser la réponse normale de deuil de Tyler. Docteur, je dois vous faire savoir que Tyler n'a jamais montré de comportement violent d'aucune sorte. Ses réponses au deuil ont été le retrait et la tristesse, jamais l'agression. Cela correspond à tout ce que j'ai observé lors de ces rendez-vous. Tyler est un enfant doux, traitant la perte de manière saine. Quelqu'un a fourni de fausses informations sur son comportement. Après avoir quitté le cabinet du pédiatre, je suis allé à l'école de Tyler pour une réunion complète avec le conseiller de son enseignante et la directrice. J'ai expliqué la situation et demandé une documentation détaillée des performances scolaires et du comportement réel de Tyler. Madame Rodriguez, l'enseignante actuelle de Tyler, a sorti ses dossiers d'évaluation. Tyler est l'un de mes élèves les plus consciencieux. Il est calme mais participe de manière appropriée aux discussions en classe. Ses résultats scolaires sont supérieurs au niveau scolaire et il interagit gentiment avec ses camarades. Elle m'a montré des exemples du travail récent de Tyler, y compris des devoirs d'écriture créative qui révélaient sa nature réfléchie et sensible. Le seul élément préoccupant que j'ai remarqué est que Tyler écrit parfois sur le sentiment d'être différent des autres enfants. Quand je lui ai demandé de développer, il a dit que sa famille pense qu'il doit aller mieux avant de pouvoir participer à des activités normales. Madame Henderson, la conseillère scolaire, a ajouté ses observations. Tyler n'a jamais nécessité d'intervention disciplinaire. Sa régulation émotionnelle est appropriée pour son âge et ses circonstances. Au contraire, il est remarquablement résilient compte tenu de sa perte. La directrice Martinez a fourni des déclarations écrites de chaque enseignant qui avait travaillé avec Tyler, le décrivant unanimement comme bien élevé, capable académiquement et stable émotionnellement.
Nous fournirons toute la documentation dont vous avez besoin pour contrer les fausses affirmations sur le comportement scolaire de Tyler. Mon arrêt suivant était chez la sœur de Sarah, Jennifer, à Sacramento. J'avais appelé à l'avance pour expliquer la situation, et Jennifer avait préparé un dossier complet de preuves montrant l'interférence de ma mère dans leur relation avec Tyler. J'ai gardé chaque message texte et email de ta mère au cours des 18 derniers mois, a déclaré Jennifer, étalant des imprimés sur sa table à manger. Regarde la progression de ces histoires. Les messages montraient un modèle clair d'escalade. Initialement, Dorothy avait simplement suggéré que Tyler avait besoin de temps pour s'adapter avant de visiter Sacramento. En quelques mois, ces messages décrivaient Tyler comme luttant avec des problèmes de comportement qui rendaient les voyages déconseillés. Cette année, elle prétendait que Tyler avait été diagnostiqué avec un trouble grave de l'adaptation et nécessitait des protocoles d'environnement contrôlés. Elle nous a convaincus que maintenir la distance était thérapeutique pour Tyler, a déclaré Jennifer. Nous avons arrêté d'insister pour des visites parce que nous pensions aider son processus de rétablissement. Jennifer m'a montré des photos des cadeaux qu'elle avait envoyés via la maison de Dorothy, des cadeaux que Tyler n'avait jamais reçus. Des kits scientifiques, des livres, des fournitures d'art et des vêtements totalisant des milliers de dollars avaient été interceptés et probablement jetés. La partie la plus manipulatrice était la façon dont elle se positionnait comme l'avocate de Tyler, a poursuivi Jennifer. Elle prétendait le protéger de situations accablantes tout en s'assurant secrètement qu'il restait isolé des personnes qu'il aimait réellement. Les parents de Jennifer, les grands-parents maternels de Tyler, étaient descendus de l'Oregon pour participer à notre réunion. Ils avaient apporté des preuves supplémentaires de l'interférence de Dorothy, y compris des messages vocaux enregistrés où elle avait découragé leur implication dans la vie de Tyler. Elle nous a dit que tu préférais limiter les liens familiaux de Tyler pendant sa période de traitement, a déclaré le grand-père maternel de Tyler. Nous avons respecté ce que nous pensions être tes souhaits, mais maintenant nous réalisons que nous avons abandonné notre petit-fils quand il avait le plus besoin de nous. La famille de Sarah a proposé de fournir des déclarations sous serment sur la tromperie de Dorothy et leur volonté de soutenir Tyler par le biais de procédures judiciaires si nécessaire. Ils se sont également portés volontaires pour témoigner du comportement réel de Tyler lors des interactions limitées qu'ils avaient réussi à avoir avant l'interférence de Dorothy. Ce soir-là, j'ai appelé l'oncle Robert pour tester si les membres de la famille étaient ouverts à entendre la vérité sur la situation. Robert avait toujours été plus réfléchi que le reste de ma famille élargie, et sa réponse indiquerait si tout le monde avait été complètement manipulé. Robert, je dois te demander directement. Lors de tes interactions personnelles avec Tyler, as-tu observé les problèmes de comportement que maman t'a décrits? Il y a eu une longue pause. Maintenant que tu le mentionnes, je n'ai pas passé de temps seul avec Tyler depuis plus d'1 an. Dorothy gère toujours les réunions de famille, et dernièrement, elle dit que Tyler n'est pas prêt pour les activités de groupe. Comment était Tyler la dernière fois que tu as eu une vraie conversation avec lui? Un gamin doux. Calme mais poli et attentionné. Il m'a posé des questions sur mon travail de charpentier et semblait vraiment intéressé par la construction de choses. La voix de Robert est devenue incertaine. Abraham, es-tu en train de me dire que Dorothy a déformé l'état de Tyler? J'ai expliqué la situation soigneusement, fournissant des exemples spécifiques du comportement réel de Tyler par rapport aux caractérisations de Dorothy. Robert a écouté avec une alarme croissante. Jésus, Abraham, j'ai répandu la version de Dorothy aux autres membres de la famille parce que je faisais confiance à son jugement. Si ce que tu dis est vrai, nous avons tous participé à isoler un enfant en deuil sur la base de mensonges. Robert a accepté d'aider à documenter la véritable situation familiale et de contacter d'autres parents qui avaient été manipulés par la campagne de Dorothy. Il a également proposé d'organiser des réunions de famille alternatives où Tyler serait accueilli et célébré. Mercredi matin, Walsh a appelé avec des nouvelles inquiétantes. Votre mère a contacté les services de protection de l'enfance hier, déposant un rapport officiel affirmant que Tyler est négligé et montre des signes de graves troubles émotionnels. Le sang a quitté mon visage. Qu'a-t-elle rapporté exactement? Selon les services de protection de l'enfance, CPS, elle a affirmé que Tyler affichait un comportement violent. Que vous refusiez de rechercher des soins médicaux appropriés, et qu'elle s'inquiète pour sa sécurité et son développement. Une assistante sociale nommée Amanda Torres doit visiter votre domicile vendredi matin. Le ton de Walsh est devenu rassurant. Ne paniquez pas. Nous sommes prêts pour ça. Votre dossier de documentation prouve le bien-être de Tyler et expose la campagne de manipulation que votre mère a orchestrée.
Ce faux rapport pourrait en fait jouer en votre faveur en démontrant sa volonté d'utiliser les services à l'enfance comme une arme contre votre famille. À quoi dois-je m'attendre lors de la visite des CPS? Une honnêteté totale. Montrez à Torres votre dossier de preuve. Laissez-la interroger Tyler dans un cadre confortable. Votre documentation prouvera que ce rapport a été déposé malicieusement par quelqu'un ayant des antécédents de fausses déclarations sur l'état de Tyler. Jeudi soir, j'ai assis Tyler pour le préparer à la visite des CPS sans l'effrayer sur les implications. Demain, une gentille dame nommée Madame Torres va nous rendre visite pour s'assurer que tu es heureux et en bonne santé. Elle pourrait te poser des questions sur notre vie ensemble et ce que tu ressens à propos de différentes choses. Tyler avait l'air inquiet. C'est parce que grand-mère pense que je suis mauvais? La question m'a brisé le cœur car elle révélait la conscience de Tyler de la situation plus large. C'est parce que certains adultes veulent s'assurer que tous les enfants sont en sécurité et aimés. Tu as juste besoin de dire la vérité sur ce que tu ressens et à quoi ressemble ta vie avec moi. Est-ce qu'elle va demander pour l'histoire de la voiture et le dîner dans la salle de bain? Elle pourrait te poser des questions sur tes expériences avec différents membres de la famille. Dis-lui juste exactement ce qui s'est passé. D'accord. Alors que Tyler allait au lit, j'ai réalisé que la visite des CPS de vendredi déterminerait si la campagne de manipulation de ma famille avait réussi à détruire notre vie ensemble. Tout ce pourquoi j'avais travaillé depuis la mort de Sarah, chaque effort pour créer une stabilité et de l'amour pour mon fils était suspendu à une entrevue avec une étrangère qui détenait le pouvoir de nous séparer. Mais en examinant le dossier de preuves que Walsh et moi avions compilé, je me sentais confiant que la vérité prévaudrait. Les enseignants, les médecins, les conseillers de Tyler et la famille de Sarah ont tous fourni des témoignages cohérents sur son bien-être et ma compétence parentale. Pendant ce temps, les affirmations de Dorothy s'effondreraient sous un examen professionnel parce qu'elles étaient basées sur des mensonges délibérés plutôt que sur la réalité observée. La guerre que ma mère avait commencée était sur le point de se terminer, mais pas de la manière qu'elle avait prévue. Vendredi matin est arrivé avec une clarté inhabituelle, comme si l'univers avait décidé de fournir des conditions parfaites pour la conversation la plus importante de ma vie. Amanda Torres est arrivée chez nous à 10 heures. Une femme professionnelle et vive dans la quarantaine, portant une mallette et arborant une expression de neutralité prudente. M. Abraham, merci d'avoir accepté cette visite. Je suis ici pour faire le suivi d'un rapport que nous avons reçu exprimant des inquiétudes concernant le bien-être de Tyler. J'aimerais commencer par vous parler en privé, puis rencontrer Tyler et enfin observer votre environnement domestique. J'ai conduit Torres dans notre salon où j'avais disposé le dossier de documentation complet que Walsh et moi avions compilé. Avant de commencer, je dois vous faire comprendre que le rapport que vous avez reçu a été déposé par quelqu'un ayant des antécédents de fausses déclarations sur mon fils. J'ai des preuves étendues que cela fait partie d'une campagne de harcèlement délibéré. Torres a ouvert son carnet, maintenant une réserve professionnelle. Pouvez-vous me parler des préoccupations spécifiques qui ont été rapportées? On m'a dit que le rapport affirmait que Tyler affiche un comportement violent, que je refuse des soins médicaux appropriés et que sa sécurité et son développement sont en danger. Toutes ces affirmations sont manifestement fausses. J'ai ouvert le dossier de preuve et commencé à présenter la documentation systématiquement. Les dossiers scolaires montraient les excellents résultats académiques de Tyler et les rapports de comportement positifs. Les dossiers médicaux du docteur Kim prouvaient le développement sain de Tyler et le traitement approprié du deuil. Les références de caractère de la famille de Sarah contredisaient chaque aspect du récit de Dorothy. Madame Torres, Tyler n'a jamais montré de comportement violent dans aucun cadre. Ses enseignants, son pédiatre et son conseiller scolaire le décrivent tous comme doux, réfléchi et bien adapté compte tenu de ses circonstances. Torres a examiné les documents attentivement, prenant des notes détaillées. C'est assez complet. Pouvez-vous expliquer le contexte qui a conduit au dépôt de ce rapport? J'ai expliqué l'exclusion systématique que Tyler avait endurée, la manipulation financière que ma famille avait orchestrée et la campagne de faux rapports que Dorothy avait répandue dans toute notre famille élargie et notre communauté. La personne qui a déposé ce rapport a dit à des parents que Tyler est mentalement instable, a contacté son école en prétendant avoir besoin d'informations sur des problèmes de comportement et a appelé son pédiatre pour demander une documentation pour une évaluation psychiatrique. Toutes ces demandes ont été faites à mon insu et sans ma permission. Torres a étudié la chronologie que j'avais créée montrant l'escalade des fausses déclarations de Dorothy. Ces demandes documentées suggèrent en effet un modèle de quelqu'un montant un dossier plutôt qu'exprimant une véritable inquiétude. Madame Torres,
ma mère a déposé ce rapport au CPS parce que j'ai décidé de mettre fin au soutien financier que je fournissais à son ménage. Depuis 2 ans, je paie leur hypothèque et d'autres dépenses pendant qu'ils abusent émotionnellement de mon fils en l'excluant des activités familiales. J'ai montré à Torres les relevés bancaires documentant les transferts financiers et expliqué comment l'argent avait été utilisé pour soutenir la famille de Patricia tout en finançant l'exclusion systématique de Tyler. Le timing n'est pas une coïncidence. Il y a 3 jours, j'ai informé mes parents que je mettrais fin à toute aide financière. Hier, ils ont déposé un faux rapport auprès de votre agence. Torres a passé 40 minutes à examiner les preuves avant de demander à rencontrer Tyler. Je l'ai appelé dans le salon où il semblait calme et curieux de notre visiteuse. Bonjour, Tyler. Je suis Madame Torres. Je travaille avec une organisation qui s'assure que les enfants sont en sécurité et heureux. Peux-tu me parler de ta vie ici avec ton père? Tyler s'est installé dans son fauteuil préféré et a répondu avec l'honnêteté directe qui avait toujours caractérisé sa personnalité. Il a décrit nos routines quotidiennes, ses activités scolaires, ses amis et ses sentiments sur la vie avec moi. Te sens-tu en sécurité chez toi? Oui. Papa prend bien soin de moi. On cuisine ensemble, on lit des livres et on joue à des jeux. Il m'aide avec mes devoirs et m'écoute quand je suis triste pour maman. Torres a posé des questions sur ses relations avec les membres de la famille élargie, et les réponses de Tyler ont fourni une clarté déchirante sur les abus qu'il avait endurés. Grand-mère Dorothy dit, j'embarrasse la famille parce que j'agis bizarrement depuis que maman est morte. Et Patricia dit, je suis différent de Madison et Cooper parce qu'ils savent comment se comporter correctement lors des événements familiaux. Tyler a décrit l'incident du restaurant, le dîner dans la salle de bain, l'exclusion de la fête d'anniversaire et plusieurs autres épisodes avec une tristesse factuelle. Il n'était ni en colère ni dramatique. Il a simplement rapporté des expériences qui lui avaient appris à s'attendre au rejet de la part de personnes qui auraient dû l'aimer inconditionnellement. Comment te sens-tu quand ces choses arrivent? Triste et confus parce que je ne sais pas ce que j'ai fait de mal. Papa dit que je n'ai rien fait de mal, mais il continue de me dire que je dois aller mieux avant de pouvoir faire partie de la famille à nouveau. Torres a demandé à Tyler de lui faire visiter notre maison, et il lui a fièrement fait visiter sa chambre, montrant ses livres, ses jouets et la photo de Sarah que nous gardions sur sa table de nuit. Elle l'a observé préparer sa propre collation, faire ses devoirs de manière indépendante et interagir avec le chat de nos voisins par la fenêtre. Tyler semble être un enfant sain et bien adapté qui traite le deuil de manière appropriée, m'a dit Torres après le retour de Tyler dans sa chambre. Ses descriptions de l'exclusion familiale sont préoccupantes, mais sa relation avec vous semble forte et solidaire. Torres a passé encore 30 minutes à observer notre environnement domestique, vérifiant les dispositifs de sécurité, la disponibilité de la nourriture, la propreté et l'espace personnel de Tyler. Tout respectait ou dépassait les normes de protection de l'enfance. Monsieur Abraham, sur la base de mon évaluation d'aujourd'hui, je ne vois aucune preuve soutenant les préoccupations qui ont été rapportées. Tyler semble s'épanouir sous vos soins, et votre documentation soulève de sérieuses questions sur les motivations derrière ce rapport. Le soulagement m'a envahi, mais Torres n'avait pas fini. Cependant, je suis préoccupé par le modèle de fausses déclarations faites sur le comportement de Tyler. Si ces rapports continuent, cela pourrait constituer du harcèlement envers votre famille. Je recommanderais de documenter tout incident futur et d'envisager une action en justice si le modèle persiste. Torres a expliqué qu'elle fermerait le dossier avec une conclusion de non fondée et que le rapport de Dorothy serait signalé dans leur système comme potentiellement malveillant. Si de futurs rapports étaient déposés par la même personne, ils seraient considérés avec un scepticisme extrême. Je contacterai également la partie signalante pour discuter de nos conclusions et préciser que le dépôt de faux rapports est une infraction grave qui peut entraîner des poursuites pénales. Après le départ de Torres, j'ai appelé Walsh pour signaler la résolution réussie de l'enquête des CPS. Il était satisfait mais a averti que le désespoir de Dorothy pourrait conduire à une escalade. Les gens comme votre mère n'acceptent pas la défaite avec grâce. Quand la manipulation échoue, ils recourent parfois à des mesures plus extrêmes. Préparez-vous à ce qu'elle augmente la pression sur les membres de la famille ou tente des interventions plus dramatiques. Cet après-midi-là, mon téléphone a commencé à sonner avec des appels de membres de la famille qui avaient apparemment été contactés par Dorothy en panique. Elle mobilisait tout ce qu'elle avait précédemment manipulé, essayant de les convaincre de me faire pression pour maintenir le soutien financier. L'oncle Robert a appelé le premier. Dorothy m'a contacté en disant que tu fais une sorte de dépression et que tu prends des décisions irrationnelles qui vont blesser toute la famille. Elle veut que j'organise une intervention.
Que lui as-tu dit? Je lui ai dit que je t'avais parlé récemment et que tu semblais complètement rationnel. J'ai aussi mentionné que tu avais soulevé des questions préoccupantes sur le traitement de Tyler. Elle est devenue très défensive et a raccroché. Patricia a appelé 1 heure plus tard, la voix perçante de panique. Maman dit que tu détruis la famille pour des problèmes imaginaires avec Tyler. Elle pense que tu pourrais avoir une crise de santé mentale et que tu as besoin d'une aide professionnelle. Patricia, une assistante sociale des CPS, a passé 3 heures à enquêter sur le bien-être de Tyler aujourd'hui. Elle n'a trouvé aucune preuve soutenant les préoccupations rapportées par ta mère. En fait, elle a exprimé son inquiétude quant au modèle de fausses déclarations faites contre notre famille. Le silence qui a suivi était révélateur. Patricia ne s'attendait pas à ce que l'enquête des CPS m'exonère complètement. Écoute, peut-être que nous avons tous réagi de manière excessive au comportement de Tyler, a-t-elle dit finalement. Les enfants passent par des phases et il est probablement en train de surmonter les problèmes qu'il avait. Ne pouvons-nous pas simplement revenir aux activités familiales normales? Normales pour qui? Tyler a passé 3 heures enfermé dans une voiture pendant que vous célébriez les réussites de Madison? Ce n'est pas normal. C'est de l'abus. Ne sois pas si dramatique. Nous essayons de gérer une situation difficile. Peut-être que nous avons fait des erreurs, mais nous pouvons faire mieux à l'avenir. La tentative de Patricia de minimiser des mois d'exclusion systématique comme des erreurs a révélé qu'elle ne comprenait toujours pas la gravité de ce qu'ils avaient fait à Tyler. Ce soir-là, Tyler a demandé à propos des événements de la journée. Est-ce que Madame Torres vérifiait si je suis aussi mauvais que grand-mère le dit? Madame Torres s'assurait que tu es en sécurité et heureux. Elle m'a dit, tu es un garçon merveilleux qui s'en sort très bien malgré le fait que maman te manque tellement. Tyler a réfléchi à cela un moment. Est-ce que ça veut dire que je n'ai plus à m'asseoir dans des voitures pendant les dîners de famille? Tu ne seras plus jamais exclu de quoi que ce soit à cause de qui tu es. Si les gens ne peuvent pas t'accepter et t'aimer exactement comme tu es, alors nous trouverons des gens qui le peuvent. Alors que Tyler allait au lit, j'ai réalisé que demain apporterait la confrontation finale avec mes parents. L'enquête des CPS avait échoué. Leur campagne de manipulation s'effilochait et leur sécurité financière était sur le point de disparaître. La dernière carte de Dorothy avait été jouée et perdue. Maintenant, elle allait apprendre que le prix de l'abus de mon enfant était de perdre tout ce que j'avais fourni pour rendre sa retraite confortable possible. Samedi matin, je suis allé chez mes parents avec un dossier contenant des relevés bancaires, une lettre de l'avocat Walsh et des copies de toute la documentation qui avait prouvé le bien-être de Tyler au CPS. L'air extérieur semblait vif de possibilités, et pour la première fois depuis des mois, je me sentais complètement certain de la voie à suivre. J'ai frappé à leur porte d'entrée et j'ai attendu calmement que Dorothy réponde, son visage passant immédiatement à une colère défensive quand elle m'a vu. « Abraham, si tu es ici pour faire un drame à propos du malentendu d'hier avec cette femme du gouvernement, je ne veux pas l'entendre. Nous essayons seulement d'aider Tyler à obtenir le soutien dont il a besoin. Puis-je entrer? Nous devons discuter des arrangements financiers et de votre relation avec Tyler. » Dorothy s'est écartée à contre-cœur, et j'ai trouvé Frank assis à leur table de cuisine en train de lire le journal. Il a levé les yeux nerveusement quand je suis entré, clairement conscient que cette conversation déterminerait leur avenir immédiat. « Papa, maman, je suis ici pour vous informer que je mets fin à tout soutien financier avec effet immédiat. Plus de paiements hypothécaires, de primes d'assurance, de copaiements médicaux ou d'aides d'urgence. » La couleur a quitté le visage de Dorothy. « Tu ne peux pas être sérieux. Nous dépendons de cet argent pour survivre. La pension de ton père couvre à peine nos dépenses de base. Vous auriez dû y penser avant d'abuser systématiquement de mon fils et de déposer de faux rapports auprès des services de protection de l'enfance. » J'ai ouvert mon dossier et placé le document de clôture du cas des CPS sur leur table. Madame Torres a passé 3 heures à enquêter sur le bien-être de Tyler hier. Elle n'a trouvé aucune preuve soutenant l'une de vos affirmations. En fait, elle a exprimé son inquiétude quant au modèle de faux rapports et a averti que de futurs incidents pourraient entraîner des poursuites pénales. Frank a ramassé le document avec des mains tremblantes. Poursuite pénale. Déposer de faux rapports auprès des CPS est un crime en Californie. L'avocat Walsh documente chaque instance de harcèlement et de diffamation que vous avez dirigée vers ma famille. Si cela continue, nous poursuivrons des recours tant pénaux que civils. La colère défensive de Dorothy s'est effondrée en une panique désespérée. Abraham, tu réagis de manière excessive à des désaccords familiaux. Nous pouvons résoudre cela.
Tyler est le bienvenu aux réunions de famille à l'avenir. Tyler a toujours été le bienvenu partout où les familles aimantes se réunissent. Le problème n'a jamais été le comportement de Tyler. C'était votre décision de traiter un enfant en deuil comme une honte à cacher. J'ai sorti des copies des dossiers scolaires, des rapports médicaux et des références de caractère qui avaient été présentés au CPS. Chaque professionnel qui travaille avec Tyler le décrit comme bien élevé, excellent académiquement et émotionnellement sain. Les seules personnes prétendant qu'il a des problèmes de comportement sont toi et Patricia. Frank a étudié les documents avec une compréhension croissante. Dorothy, ses enseignants et médecins disent tous que Tyler va bien. Pourquoi as-tu dit à tout le monde qu'il avait de graves problèmes? Parce qu'il était différent après la mort de Sarah, a dit Dorothy défensivement. Les enfants devraient être résilients, ne pas s'attarder sur la tristesse pendant des années. Il avait besoin d'apprendre un contrôle émotionnel approprié. Il avait besoin d'amour et de soutien tout en traitant l'expérience la plus dévastatrice de sa vie. Au lieu de cela, vous lui avez appris que le deuil était honteux et que l'amour était conditionnel à un comportement parfait. J'ai placé le dessin de Tyler sur la table, celui montrant une petite silhouette debout à l'extérieur tandis que d'autres étaient assis autour d'une table. C'est ce que vous avez fait à mon fils. Vous lui avez fait croire qu'il était trop défectueux pour mériter l'inclusion dans sa propre famille. Dorothy a fixé le dessin et pendant un moment son expression s'est adoucie, mais ensuite sa mâchoire s'est durcie obstinément. Nous essayons de l'aider à développer de la résilience. Couver les enfants ne les prépare pas à la vraie vie. L'abus émotionnel ne construit pas la résilience. Il détruit l'estime de soi et enseigne aux enfants que l'amour doit être gagné par une conformité parfaite. Frank a regardé entre les documents de preuve et le dessin de Tyler avec une horreur naissante. Dorothy, qu'avons-nous fait? Ce petit garçon a perdu sa mère, et nous l'avons fait se sentir indésirable par sa propre famille. Ne sois pas dramatique, Frank. Nous avons fourni une structure et des limites. Si Abraham avait accepté de traiter les problèmes de Tyler correctement, rien de tout cela n'aurait été nécessaire. Son refus de reconnaître le mal qu'ils avaient causé a confirmé que Dorothy ne changerait jamais de perspective. Elle considérait l'exclusion de Tyler comme une intervention justifiée plutôt que comme un rejet cruel. J'ai calculé le soutien financier total que j'ai fourni au cours des 2 dernières années, ai-je continué. 38 000 $ qui ont permis votre style de vie confortable pendant que vous détruisiez systématiquement le sentiment d'appartenance de mon fils. J'ai placé les relevés bancaires sur la table. 15 000 $ de cet argent ont été transmis à Patricia pour l'éducation privée de ses enfants. Donc, je finançais sans le savoir les opportunités de ma nièce et de mon neveu pendant que vous excluiez Tyler de l'inclusion familiale de base. La réalité mathématique de leur manipulation a frappé Frank comme un coup physique. Nous avons pris ton argent et l'avons utilisé pour soutenir les enfants de Patricia tout en traitant Tyler comme une marchandise endommagée. Frank, nous gérions de multiples besoins familiaux, a dit Dorothy. Mais sa voix manquait de conviction. Maman, tu m'as convaincu que Tyler avait besoin d'une aide professionnelle. Tu as dit à des parents qu'il était violent et instable. Tu as appelé son école et son médecin pour répandre des mensonges sur son comportement. Tu as déposé un faux rapport auprès des services de protection de l'enfance affirmant que je le négligeais. Je me suis levé pour partir. Ce n'était pas de l'inquiétude pour le bien-être de Tyler. C'était une campagne systématique pour le retirer de la famille tout en maintenant les avantages financiers de votre relation avec moi. La dernière prétention de droiture de Dorothy s'est effondrée en pur désespoir. Où sommes-nous censés vivre sans ton aide? Le paiement hypothécaire est dû dans 2 semaines, et nous n'avons pas 800 $, encore moins 850 $. Vous trouverez une solution de la même manière que d'autres personnes gèrent leurs finances sans abuser émotionnellement des enfants. Alors que je marchais vers la porte, Frank m'a suivi dehors. Abraham, s'il te plaît. Ta mère a fait des erreurs, mais perdre notre maison n'effacera pas le mal que Tyler a subi. Ne pouvons-nous pas trouver un terrain d'entente? Papa, le terrain d'entente aurait été de traiter Tyler avec une décence humaine fondamentale tout en acceptant mon aide financière. Au lieu de cela, vous avez choisi de permettre l'abus émotionnel pendant 2 ans. Les yeux de Frank se sont remplis de larmes. Je savais que Dorothy était trop dure avec le garçon, mais j'avais peur de la contester parce que nous avions tellement besoin de ton soutien. Je suis un lâche qui a laissé le désespoir financier l'emporter sur mes obligations morales. Son aveu de complicité était déchirant mais insuffisant. Tyler avait besoin d'au moins un grand-parent pour le protéger de l'abus. Au lieu de cela,
Ils avaient tous deux participé à lui apprendre que l'amour était conditionnel au respect de normes impossibles. Y a-t-il un moyen de gagner le pardon? Une chance de reconstruire une relation avec Tyler? Cela dépend entièrement de votre volonté de reconnaître toute l'étendue de ce que vous avez fait et de faire de véritables amendes honorables. Tyler décidera si et quand il veut des grands-parents dans sa vie. En m'éloignant de leur maison, j'ai senti l'énorme poids de l'obligation familiale se lever enfin de mes épaules. Pendant 2 ans, j'avais été piégé entre loyauté et protection, essayant de maintenir des relations qui empoisonnaient l'estime de soi de mon fils. Cet après-midi-là, j'ai appelé Jennifer pour partager la nouvelle et coordonner la réintroduction de Tyler dans la famille de Sarah. Nous avons prévu une visite le week-end à Sacramento, où Tyler pourrait faire l'expérience de l'amour inconditionnel et de l'acceptation de parents qui voulaient réellement sa présence. J'ai également contacté l'oncle Robert, qui organisait un barbecue familial spécialement conçu pour accueillir Tyler et célébrer sa place dans la famille élargie. Robert avait passé la semaine à appeler des parents, expliquant la manipulation de Dorothy et s'assurant que les futures réunions seraient centrées sur l'inclusion plutôt que sur l'exclusion. Dimanche matin, Tyler et moi avons assisté au service religieux où Carol avait organisé l'accueil formel de Tyler par la congrégation en tant que membre précieux de leur communauté. Le pasteur a parlé de l'importance de protéger les enfants vulnérables et de créer des familles inclusives fondées sur l'amour plutôt que sur des conditions. Au cours des semaines suivantes, la transformation de Tyler a été remarquable. Avec l'influence toxique de Dorothy et Patricia retirée de sa vie, sa résilience naturelle et sa joie ont commencé à émerger. Il a commencé à mieux dormir, à rire plus souvent et à s'engager avec confiance avec ses camarades de classe et ses enseignants. Ses notes, déjà bonnes, se sont améliorées à des niveaux exceptionnels. Il a rejoint le club de sciences de l'école et a commencé à prendre des cours de piano, renouant avec l'héritage musical de sa mère sans honte ni excuse pour ses réponses émotionnelles. Plus important encore, Tyler a cessé de s'excuser pour sa propre existence. Il ne demandait plus s'il agissait bizarrement ou ne s'inquiétait plus d'embarrasser les gens par sa présence. L'enfant qui avait dessiné des images de lui-même debout seul à l'extérieur des réunions de famille a commencé à créer des œuvres d'art le montrant entouré de personnes qui célébraient son unicité. 6 mois plus tard, Patricia a demandé une conversation. La situation financière de sa famille s'était considérablement détériorée après avoir perdu le soutien de Dorothy et Frank, et elle avait été forcée de confronter la réalité de ses actions envers Tyler. Je te dois, ainsi qu'à Tyler, d'énormes excuses, a-t-elle déclaré lors de notre réunion soigneusement structurée dans un lieu neutre. Je me suis laissé prendre par le récit de maman selon lequel Tyler était problématique, et j'ai laissé mon propre stress financier l'emporter sur mon jugement moral. La reconnaissance de Patricia était un début, mais reconstruire la confiance nécessiterait une démonstration constante de changement plutôt que des mots. Tyler déciderait si et quand il voulait une relation avec sa tante, et cette décision serait respectée indépendamment de la pression familiale. Pendant ce temps, la situation de Dorothy et Frank s'était stabilisée à un niveau de vie beaucoup plus bas. Ils avaient déménagé dans un petit appartement et appris à vivre selon leurs moyens réels. Dorothy continuait de soutenir que son traitement de Tyler était justifié, mais Frank avait commencé une thérapie pour aborder son rôle dans la permission de l'abus. 1 an plus tard, Tyler se tenait devant sa classe de 4e année pour présenter son projet d'arbre généalogique. Au lieu de s'excuser pour une situation familiale compliquée, il a fièrement décrit le réseau d'amour et de soutien qui l'entourait, son père, la famille de Sarah, la branche de l'oncle Robert, les membres de la communauté de l'église paternelle et les voisins qui étaient devenus une famille choisie. Certaines personnes pensent que les familles doivent ressembler à une certaine chose, a déclaré Tyler avec une confiance qui aurait été impossible 2 ans plus tôt. Mais je pense que les familles sont juste des groupes de personnes qui s'aiment quoi qu'il arrive. Ce soir-là, alors que je bordais Tyler dans son lit, il a demandé, « Papa, penses-tu que maman serait fière de la façon dont nous avons tout géré avec grand-mère Dorothy ? Je pense que maman serait émerveillée par ta force et fière de la personne gentille et réfléchie que tu deviens malgré des défis aussi difficiles. » Tyler a souri avec la confiance tranquille d'un enfant qui sait qu'il est inconditionnellement aimé. Je suis content que nous ayons choisi les gens qui nous choisissent en retour. Le voyage depuis cette soirée en larmes sur le parking de la station-service jusqu'à l'acceptation de soi confiante de Tyler avait nécessité la décision la plus difficile de ma vie. Choisir mon fils plutôt que la loyauté familiale, la protection plutôt que la sécurité financière et la vérité plutôt que des mensonges confortables avait semblé impossible à l'époque. Mais en regardant Tyler s'épanouir dans un environnement construit sur l'amour authentique plutôt que sur l'acceptation conditionnelle, j'ai réalisé que certains choix ne sont pas vraiment des choix. Quand quelqu'un que vous aimez est blessé,
il n'y a qu'une seule bonne voie à suivre, quel qu'en soit le coût. Tyler a appris que l'amour ne nécessite pas d'être gagné ou maintenu par un comportement parfait. Il a découvert que les familles saines célèbrent les différences plutôt que d'exiger la conformité. Plus important encore, il a fait l'expérience du pouvoir transformateur d'être choisi et protégé par quelqu'un qui a placé son bien-être au-dessus de toutes les autres considérations. La plus grande leçon n'est pas venue de la douleur de la trahison familiale, mais de la guérison qui a suivi lorsque nous avons choisi de construire nos vies autour de personnes qui valorisaient réellement notre présence.